Pierre Moyen, bonjour. Oui, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ce jour pour que vous nous parliez d'OPF, Open People Factory, l'écosystème que vous avez fondé. Mais tout d'abord, pourriez-vous nous parler de votre parcours? Oui, bien sûr, je vais vous en dire deux mots là avant de vous présenter l'écosystème Open People Factory. Bon, en fait, après avoir été un DSI pendant 2 ans dans un grand laboratoire, pendant 10 ans même, dans un grand laboratoire pharmaceutique, dans les années 80, basé à Monaco, où j'avais tout mis en place, je suis ensuite remonté sur Paris pour créer ma première structure de conseil. Et j'ai été un des premiers partenaires de SAP en France et en Belgique. J'ai lancé et développé par la suite d'autres boîtes successives sur SAP et aussi principalement sur Oracle. On a gagné et conduit des grands projets passionnants dans les années 90 et les années 2000, avec des déploiements allant jusqu'au Brésil et au Canada. En parallèle, je me suis formé à l'architecture d'entreprise et suis devenu aussi formateur de TOGAF à mes heures. Et depuis 10 ans, un passionné et convaincu des approches systémiques. Et je pense que j'ai été fait pour ça. D'accord. Pierre Moyen, Open People Factory, pourquoi cette appellation? Pour développer quel concept? J'ai été habitué, dans le contexte du développement de mes structures, à me battre contre de très grands acteurs, à monter des alliances. Et c'est ces alliances qui m'ont permis de gagner ces grands projets. Et donc, construire un écosystème qui réunit des petites structures complémentaires, c'est une idée que j'avais dans la tête depuis longtemps. Et donc, construire un écosystème ouvert comme Open People Factory, je voulais l'expérimenter. Et un soir, j'ai vu à BFM Business Bruno Vreux qui a présenté son modèle entrepreneuriat et son bouquin qui présentait ce concept. Et donc, je l'ai appelé et je suis allé le voir à Lille et il m'a expliqué sa démarche. Du coup, j'ai pris contact avec l'école de management de Montpellier qui a aussi développé le concept de compétition et j'ai appris avec eux et un certain nombre d'acteurs et de tests qu'ils ont développés des éléments vraiment extrêmement intéressants. Donc, il s'agit de développer une plateforme coopérative capable de réunir un écosystème de structures à taille humaine complémentaires sur un modèle non hiérarchique pour ensemble développer une offre commune, mutualiser certaines ressources comme le marketing ou le business développement afin de pouvoir concurrencer les grands et accéder à des marchés inaccessibles à chaque structure, à chaque entité individuellement. La complexité des défis à résoudre du digital nécessite l'intervention de groupes très diversifiés. Certains enjeux n'ont en fait de solution que collective, que collaborative. La composition et la fédération de ces groupes, issus souvent de cultures différentes, devient un enjeu majeur pour l'innovation et la réussite des projets de transformation. D'accord. Aujourd'hui, le marché des compétences digitales est fortement dominé par les plateformes qui proposent des indépendants. On les appelle aussi des freelances. Vous, OPF, comment vous différenciez-vous sur ce marché du digital? Un élément important, contrairement à un certain nombre de plateformes du marché, c'est que nous, nous adressons le marché en direct, sans passer par des intermédiaires et des brokers qui vont prendre l'essentiel de la marge et faire l'interface avec le client. Donc, ça n'exige de notre part d'avoir une proposition de valeur au top, convaincante, avec une forte capacité interne de l'adresser au marché. Le numérique, eh bien, il a l'avantage de permettre une concurrence asymétrique, car il réduit la capacité de posséder des structures physiques et des actifs. Une start-up peut disposer à moindre coût des mêmes outils et des mêmes armes que les grands groupes. De plus, quelle que soit leur taille, petites ou grandes, les entreprises deviennent toutes des plateformes et doivent s'insérer dans un écosystème. C'est tout l'intérêt en fait des plateformes. On échange d'échelle, on passe d'une vision centrée sur l'entreprise à une vision capable d'appréhender la globalité de son écosystème. Pardon. Et ainsi permettre l'utilisation de poches de valeur économique dispersées et isolées et de mettre à profit le potentiel de chacun.
Nous nous présentons comme un cabinet de conseil opérationnel et un intégrateur de solutions leader du marché, positionné au niveau tactique, de bout en bout, tout au long de la chaîne de valeur, de la compréhension de la stratégie jusqu'au pilotage de la mise en œuvre. Et donc, pour le client, en front, nous sommes un cabinet de conseil comme les autres. Mais derrière, en back-office, nous sommes une fédération de structures soudées, complémentaires, réactives et très innovantes. Et c'est ça qui fait notre différence. D'accord. Alors, si je comprends bien, Père Moyen, vous avez en fait une démarche projet et vous offrez des services basés sur une proposition de valeur. Mais sur quoi est centrée cette proposition de valeur, justement? Donc, le deuxième point à aborder, important, c'est que nous sommes focusés depuis plus de 2 ans sur le marché de la data. La transformation digitale a conduit par une mise en données de la réalité de milliards d'interactions marchandes et sociales entre les hommes et les machines, et maintenant de machine à machine. C'est ce qu'on appelle la dataïsation. Et cette dataïsation conduit à l'apparition d'une nouvelle matière première, la donnée, car le carburant des plateformes, c'est la data. C'est-à-dire qu'à côté d'une approche process-centrique, comme j'en ai consommé pendant très longtemps avec SAP et près de 20 ans sur le business process management et l'amélioration des processus, on a assisté depuis une dizaine d'années, avec l'explosion exponentielle de données sur Internet, à une approche data-centrique et la construction de data lake et autres data hubs pour exploiter ces données. Au départ, au service du marketing, les premiers servis pour le parcours client, mais maintenant avec une innovation croissante à travers de multiples cas d'usage et il n'y a plus de limite à l'imagination. Et de plus en plus d'entreprises bâtissent des modèles d'affaires, data-driven business model, sur la donnée qui devient un actif stratégique qu'il faut dorénavant partager, valoriser, mais aussi protéger. D'accord. Alors, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, vous vous êtes donc focalisé sur le traitement des données et non plus sur celui des processus. Alors, c'est que effectivement, à côté des processus, quand on a dit ça, on va découvrir que tout le monde fait de la data. Sans doute n'importe comment, avec n'importe quoi, c'est l'effet de mode du jour. C'est comme l'innovation. Tout le monde innove pour ne pas passer pour des has-beens. Mais la dure réalité est là. Tout le monde n'est pas Google ou Amazon. Et on a investi massivement des milliards à fond perdu pour des projets data hub monolithiques, mal conçus, de véritables usines à gaz mal organisées qui n'ont pas tenu leurs promesses. Et le bilan est lourd et on a voulu analyser pourquoi. Donc le sujet, comment être pertinent et différenciateur sur un marché de la data en pleine recomposition aujourd'hui, qui essaye de se remettre en cause après 2 ou 3 vagues d'échecs successifs. Alors, différenciateur sur un marché de la data, vaste programme. Comment avez-vous fait, vous, Pierre Moyen, avec OPF, pour vous différencier vis-à-vis des autres? Alors on a procédé en plusieurs étapes en fait. De culture intégrateur, notre première initiative a été de se rapprocher et de passer des accords avec les 5 ou 6 éditeurs de solutions et de plateformes les plus visionnaires au monde qui ont pris avec succès le problème par le bon bout. C'est-à-dire être capable de donner du sens aux données et de l'autre de pouvoir exploiter ce sens. Si on ne sait pas donner du sens à une donnée pour l'exploiter, on n'en fait rien. Enfoui dans de multiples documents non structurés, si on ne sait pas que dans un contexte donné, une caisse, cela veut dire une voiture, eh bien ta caisse, ton data scientist, il ne pourra pas l'exploiter dans un algorithme. Il faut donc avoir une approche systémique de la donnée, c'est-à-dire travailler sur la matière noire, découvrir que le vide a une valeur. Il s'agit de la connexion et de la relation entre les données et les objets, pour rendre visible ce qui est invisible et en exploiter toute la richesse. Donc la plupart des données n'ont de valeur que si elles sont complétées par des métadonnées qui les décrivent et permettent de les exploiter. Ajouter de l'intelligence aux données passe par une étape d'enrichissement des connaissances où les ontologies jouent un rôle important. Pierre Moyen, vous venez de parler d'ontologie. On commence à en entendre parler. Que pouvez-vous nous dire de manière un petit peu plus détaillée sur ce sujet? En quelques mots, une ontologie définit des concepts et des relations qui unissent ces concepts. Elle a les mêmes caractéristiques qu'une base de connaissances. Elle est aux données ce que la grammaire est au langage.
Elle permet de codifier un langage métier sous une forme lisible par une machine. Elle permet par exemple aux objets connectés de se comprendre entre eux, et pourtant il y a 200 types de protocoles différents, à travers des raisonneurs et devenir intelligents. Un petit peu à l'image des neurones de notre cerveau, les ontologies et les graphes facilitent l'ajout de nouvelles connexions, mais aussi de mieux filtrer, protéger, anonymiser les données critiques. Si on veut une place dans le web, les seules technologies qui permettent un accès aux données sont le web sémantique, un concept développé par les technologies du web sémantique et par le consortium W3C depuis 2004. Sur la partie exploiter le sens, sont apparues des plateformes d'entreprise comme par exemple le couteau suisse SmartLogic, notre partenaire, avec des bases orientées graphes et documents, multidimensionnelles, à moteur sémantique, construites sur des architectures distribuées et qui permettent en temps réel d'ingérer, d'agréger, harmoniser, indexer et alimenter les machine learning, l'analytics, prédictif, data vise et autres services via des magasins de triplets qui relient et tracent la vie des objets hétérogènes dans l'espace et dans le temps pour effectuer des requêtes extrêmement complexes. Ces architectures sémantiques facilitent l'interopérabilité et donc l'intégration et donc derrière la qualité des données et de leurs applications. Elles permettent donc de grandement simplifier votre architecture pour la rendre flexible en se passant de pléthore d'ETL sur une transformation après coup et autres master data management et data warehouse devenus subitement lourds et obsolètes. Il faut savoir que selon le Gartner, 80% des coûts d'intégration sont dus à une mauvaise sémantique. C'est pourquoi aujourd'hui, data sémantique et data intelligence, même combat, et sont désormais deux concepts devenus indissociables pour transformer vos données en information, l'information en connaissance et la connaissance en valeur. Alors écoutez, là vous venez de m'expliquer quelque chose de très très vaste, mais comment avez-vous acquis un tel savoir-faire sur ces nouveaux concepts dans Open People Factory? Voilà, donc effectivement, c'est là le troisième point, le troisième point important et le grand enjeu. Bon, ce qu'on a constaté, c'est que les canaux actuels conduisent à une vue restreinte de l'entreprise, avec toujours les mêmes interlocuteurs en face, qui sont censés tout savoir, et un accès difficile aux véritables sachants, souvent hors jeu dans ces projets de transformation. Et donc, on fait un mauvais usage des solutions mises en place. Le constat est sévère, comme je l'ai dit. On a confondu la fin et les moyens. Et l'informatique est devenue très chère et trop lente. La dette technique s'accroît et la valeur du patrimoine SI décroît et le cloud ne favorise pas et va aussi dans ce sens-là. Donc, les nouvelles approches se basent sur de nouveaux concepts de plus en plus absents de la culture et des business units en silo, des intégrateurs de plus en plus dépassés par les événements. Comme le préconise depuis longtemps notre ami et philosophe Edgar Morin, le décloisonnement des savoirs à l'heure du digital est devenu un enjeu stratégique face à une réalité de plus en plus imprévisible. Dans un monde en perte de repères, il s'agit de revenir aux fondamentaux. Depuis l'Antiquité, on n'a rien inventé en fait. Alors, Pierre Moyen, vous parliez de fondamentaux à l'instant là. C'est quoi ces nouveaux fondamentaux? Alors, ces nouveaux fondamentaux, on a été les chercher dans la trilogie grecque, comme Aristote, qui avait déjà distingué trois domaines du savoir. Le savoir théorique, épistémé, pour comprendre le sens, la technique, techné, sur les applications du terrain et la réalité, et le savoir pratique, phronésis, tourné vers l'action. Donc, convaincus par ces bons principes, nous nous avons rapproché le monde académique et de la recherche, qui maîtrise les concepts, à celui des éditeurs et des intégrateurs, un couple sur les usages, et avec au centre, pour relier les deux, des architectes d'entreprise dont je fais partie et autres acteurs du changement sur les méthodes et les pratiques pour déployer les capacités dynamiques de la transformation. Casser la séparation entre savoir et faire devient aujourd'hui, on a abandonné le taylorisme, donc briser les cloisons de verre entre ces disciplines, comment franchir les barrières sémantiques à travers un langage commun et par des images simples, compréhensibles par tous,
C'est ça l'enjeu maintenant. Et convaincre les décideurs et les sponsors de la même manière. À ce stade, on en revient à la quatrième dimension des philosophes, qui avaient tout prévu en fait, c'est-à-dire investir sur la dimension artistique, théâtrale et ludique pour capturer l'attention, parler à l'imagination, parler à l'intellect et faire passer les bons messages. Ah, écoutez, ça me fait plaisir votre discours parce que ça rejoint quand même la réalité de ce que j'ai pu comprendre, mais cela me semble tout à fait clair et passionnant. Certes, mais des philosophes comme acteurs du changement du digital et des amuseurs publics, comment vous êtes-vous organisé pour développer un projet aussi ambitieux? Alors, effectivement, là, on rejoint le nerf de la guerre. On va rappeler à la rescousse notre ami Edgar Morin, notre grand philosophe, sur l'interdisciplinarité. La naissance d'une communauté, cela ne se décrète pas, surtout quand elle est interdisciplinaire. Cela se décrète pas, mais ça se construit autour d'un projet commun. Et nos amis anthologues, nos partenaires anthologues, d'ailleurs, favorisent cette interdisciplinarité en facilitant la convergence entre les différents points de vue des différents acteurs. Pour développer notre capital de connaissances et construire notre proposition de valeur, nous nous sommes organisés en petites équipes pluridisciplinaires sous forme de mini-projets SMART spécifiques, mesurables, actionnables, réalistes, maîtrisables dans le temps, via des supports visuels issus de la méthode Kanban pour faire une seule chose à la fois, mais le faire bien, et pouvoir sur ces bases ensuite agencer facilement les différentes briques entre elles. On définit à chaque fois la fin ensemble, et puis on organise les moyens. En complexité, la question importante n'est pas comment résoudre un problème, mais plutôt qui peut le faire. Si la résolution dans un système mécanique se base sur les instructions, dans un système vivant, elle se base sur la communication et les interactions. Notre grand défi consiste alors à arriver à concilier le temps de la connaissance avec le temps de l'environnement économique, car ces startups, elles doivent avoir besoin, pour des raisons économiques, de pouvoir vivre. Et donc, il va falloir concilier des impératifs économiques court terme et une stratégie de développement long terme. Et donc, apporter des solutions selon le principe du design thinking qui soient désirables, faisables et viables. Pour saisir des opportunités et en créer, il s'agit d'élargir notre champ de vision et d'interprétation en confrontant nos perceptions et nos points de vue au sein d'une réflexion collective. Cela crée une énorme émulation entre nous et nous force déjà à montrer l'exemple et à casser nos cloisons de verre internes. Nous découvrons, c'est vrai, des enjeux de plus en plus passionnants et motivants qui nous donnent envie d'être de vrais acteurs du changement. Et pris par le jeu, nos motivations intrinsèques finissent par prendre le pas sur nos motivations extrinsèques. Alors, venez nous rejoindre sur le monde d'après de la data. Écoutez, Pierre Mayen, c'est une belle conclusion et je vous en remercie. Merci d'avoir répondu à mes questions. On se retrouve bientôt pour une autre interview avec un membre bref qui nous parlera justement du monde d'après. Donc, merci encore, Pierre Mayen.